Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro du journal des biotech. Dans notre point d'actu, on passera pas mal de dossiers chauds en revue avec Jamila El-Bougrini, analyste chez Invest Securities. L'entretien est lui consacré à Gilles Avenard, directeur général d'Acticor. Le journal des biotech, c'est parti. Et on retrouve pour notre point d'actualité Jamila El-Bougrini, analyste chez Invest Securities. Bonjour Jamila. Bonjour Laurent. Bon, il y a encore plein de dossiers à passer en revue. On va commencer par... On a le droit d'être un petit peu chiffon parce que c'est une bonne nouvelle pour GENFIT, on l'attendait, c'est cette autorisation de l'AFDA et l'autorité de santé américaine dans la cholangite biliaire primitive avec Elafibranor, qui ne porte d'ailleurs plus ce nom, ils ont un nom commercial dont le souvenir m'échappe là pour le moment. Bonne nouvelle, attendue, tellement attendue que ça a un peu fait flop sur les marchés. C'est très exactement ça. Ouais. Donc, effectivement, la molécule Iqirvo. Voilà. Effectivement, c'est pas la plus simple à retenir, mais effectivement, on attendait donc la réponse de l'AFDA sur le 10 juin. C'est tombé positif. Donc, on s'attendait à une hausse effectivement sur cette très bonne nouvelle, puisque au-delà de la réussite de la démonstration de l'efficacité du produit, on est vraiment sur l'autorisation de mise sur le marché. Donc, ça veut quand même dire derrière ça la possibilité de générer des revenus pour Ipsen, mais également voilà, pour GENFIT, puisqu'elle est éligible à un certain nombre de royalties. Et effectivement, la news est restée un peu neutre sur les marchés sur la séance de mardi. Alors on va dire que le titre avait repris à 40% depuis quoi, 3-6 mois. Et un peu plus que ça, ça a progressé de presque 60% depuis début mai. Ouais. Donc c'est vrai que la news a bien été intégrée en amont. Et donc effectivement, c'est ce qui explique que ça n'a pas forcément fortement réagi sur la news, parce que c'était quand même assez garanti que ça ressorte positif, parce qu'on avait des résultats qui étaient quand même concluants d'un point de vue clinique, une approbation, en tout cas une acceptation des dossiers par plusieurs agences, et puis surtout un besoin médical fort qui laissait quand même supposer qu'il y avait de fortes chances que le produit soit autorisé. Donc c'est pas une surprise, hein. C'était un peu le verdict qui était attendu, mais effectivement ce sera attendu et peut-être à une hausse un petit peu plus haute. C'est une hausse haute, voilà. Un peu en tout cas un peu plus élevée, voilà, un peu plus forte, mais oui, ça fait un petit pic à plus 11, c'est redescendu, et puis effectivement ça a clôturé presque à 0, mais voilà, la progression s'est faite en amont et c'est ce qui explique que c'était relativement flat. Mais c'est assez dommage, parce que pour GENFIT, encore une fois, c'est une news qui est quand même structurante, puisque encore une fois, certes c'est Ipsen qui tient les droits maintenant et qui va pouvoir commercialiser et donc générer les revenus, mais GENFIT est éligible à un milestone quasiment immédiatement de près de 50 millions d'euros, un petit peu moins, sur la réalisation des premières ventes qui vont démarrer dès ce mois-ci, parce que la force commerciale d'Ipsen était prête, est déjà prête, donc c'est pas une force commerciale dédiée, c'est vraiment une force commerciale qui est déjà en place, plus le fait qu'il y aura sur l'intégralité de l'année 2024 normalement l'équivalent de 89 millions d'euros qui seront reçus par GENFIT en termes de milestones, donc ça veut dire qu'on a encore l'équivalent de 27 millions d'euros à venir sur le reste de l'année, et puis il y a les royalties qui sont comprises entre 10 et 20%, mais voilà, sur un marché qui est estimé en pixels à 1,5 milliard. Ça veut dire qu'on est quand même on considère que la part à revenir à Ipsen, parce qu'il y a un concurrent qui arrive très rapidement. On a un concurrent qui va arriver, donc le produit Seladelpar, qui maintenant appartient à Gilead, puisque Simaba a été racheté, devrait avoir sa réponse le 14 août. Donc ça va arriver très vite derrière. Mais voilà, les KOL pensent qu'en termes de prescription, ce sera du 50-50 ou peut-être du 40-60 plutôt à l'avantage du Seladelpar. Mais ça veut dire qu'on est quand même sur des revenus en pixels pour Ipsen à terme qui seraient de l'ordre de 600-750 millions de dollars, et donc à revenir à GENFIT entre 10 et 20%, on est quand même sur 120 à 150 millions de dollars. C'est quand même très significatif à l'échelle d'une société. Absolument. Et puis il y a des choses qui arrivent encore dans le pipeline. Donc on a une moitié d'année pour GENFIT qui est assez dense en termes de news flow, puisqu'ils attendent des résultats de phase 2 dans la CLF, qui est leur positionnement de cœur aujourd'hui. Et puis également on rappelle, c'est l'acute liver... acute chronic liver failure, donc c'est l'insuffisance hépatique aiguë. Et effectivement, il n'y a pas grand monde qui est sur ce domaine-là, parce que là aussi très compliqué. Donc il y a un fort besoin médical. Aujourd'hui, GENFIT se positionne plutôt bien, limite leader sur le sujet, en espérant que ce ne soit pas à l'image de ce qui avait été fait avec la NASH, parce qu'ils étaient aussi leaders sur la NASH et malheureusement ils en sont sortis. Voilà, sur la CLF, ça se positionne plutôt bien. Ils ont fait l'acquisition d'un produit d'une petite société française qui marche très bien sur le sujet. En tout cas, voilà, les résultats aujourd'hui sont assez encourageants. Et puis il y a des résultats aussi dans le cancer, parce qu'ils sont aussi sur le cholangiocarcinome, donc toujours dans la sphère hépatique. Mais voilà, il y a des résultats qui sont attendus sur cette moitié
moitié d'année pour GenFit. Donc, au cumul de cette approbation, plus les revenus qui devraient être générés assez rapidement, ça crée quand même un momentum intéressant pour GenFit. Un momentum intéressant. Il faudra que Pascal Prigent revienne sur le plateau pour en parler avec nous. Ça passe donc pour GenFit et ça ne passe pas. Ça casse pour AB Science avec ce refus de l'autorité européenne de santé pour le masitinib dans la sclérose latérale amyotrophique. Exactement. Là aussi, pas vraiment une surprise. Effectivement, je ne peux pas vous contredire. Ce n'est pas vraiment une surprise. Effectivement, il y avait eu le verdict de l'agence canadienne, donc Santé Canada, juste quelques mois avant ça, qui avait quand même listé un certain nombre de points, donc 3 en l'occurrence, qui relevaient surtout de méthodologie et d'outils analytiques qui avaient été utilisés. Donc, c'est pas tant sur les résultats que les agences ou les experts, en tout cas, qui composent les commissions, butent aujourd'hui. Voilà, c'est la méthodologie. C'est la méthodologie qui, du coup, forcément, de ça, en fait, découle l'interprétation qu'on peut avoir des résultats. Et c'est ça qui est mis en relief. C'est qu'aujourd'hui, selon eux, c'est difficile de se prononcer sur la robustesse et sur la fiabilité des résultats, compte tenu des méthodologies et des biais qui ont été utilisés analytiques pour pouvoir obtenir ces résultats-là. Pour ce qui concerne l'agence européenne, on est sur relativement les mêmes points. Donc, c'est toujours des histoires de méthodologie et d'outils analytiques. Il y a un point supplémentaire qui concerne les bonnes pratiques cliniques. Finalement, ça rejoint tout ça. C'est la manière dont on mène l'essai. Qu'on mène l'essai, mais c'est surtout là, encore une fois, dans le cas d'AB Science, c'est la manière dont les patients sont inclus, exclus des calculs, est-ce qu'ils sont retenus ou pas. Et c'est vraiment ça qui est mis en avant. Et du coup, la conclusion des agences, c'est de dire on ne peut pas savoir si effectivement les résultats sont significatifs ou pas, parce que vous n'avez pas utilisé les méthodes que l'on recommande. Et donc, ce que dit AB Science, c'est qu'aujourd'hui, elle est assez confiante sur le fait que c'est surtout d'un point de vue technique aujourd'hui que les experts leur font en tout cas des objections, et que pour eux, ça n'est pas insurmontable, et que à force de discussion et de démonstration sur le fait que leur méthodologie, la méthodologie utilisée par AB Science reste quand même robuste. Ils devraient, en tout cas, c'est leur stratégie aujourd'hui, c'est de dire on pense être capable d'argumenter sur ces aspects-là et faire la démonstration que ce que l'on a fait est quand même recevable. Jamila, quand on a ce genre de discussion avec les autorités réglementaires, souvent, ça ne se passe pas si bien que ça. C'est assez compliqué parce qu'effectivement, quand il y a des guidelines, en général, c'est pour que... Il faut mieux les suivre. Voilà, c'est pour qu'elles soient suivies. Qu'effectivement, des fois, les agences peuvent se montrer relativement souples quand la différence n'est pas substantielle. Là, en l'occurrence, ça a l'air d'être quand même suffisamment important pour que les agences disent non, mais là, on ne peut pas se prononcer dans l'état. Donc, il va falloir... C'est un peu la conclusion au bout du bout. Il va falloir refaire une nouvelle phase 3. En suivant nos recommandations, avec peut-être la sous-population qui a été identifiée comme étant best responder par AB Science, parce qu'effectivement, ils se sont rendus compte que dans une sous-population qui représente quand même 85% de la population globale, ce sont donc les patients qui n'ont pas encore développé de perte fonctionnelle. Chez ces gens-là, en fait, ils arrivent à obtenir des résultats significatif d'un point de vue statistique. Et dans le cas de l'AMA, en fait, ils disent même que quand ils appliquent les méthodes et les outils qui sont recommandés par l'agence, les résultats restent significatifs pour cette sous-population-là, sauf pour la survie globale, ce qui reste quand même un résultat très encourageant. Mais est-ce que les agences vont quand même accepter d'accorder une AMM conditionnelle sur la base des échanges qu'il va y avoir avec AB Science sans changer les résultats actuels, ou aller vers, écoutez, on est d'accord avec vous, mais dans ces cas-là, faites une étude de phase 3 sur cette sous-population uniquement, en utilisant nos méthodes et nos outils analytiques, et si la démonstration est faite, vous avez l'AMM. Voilà, donc c'est un peu le sujet. Aujourd'hui, il y a un dossier de réexamen qui a été engagé auprès de Santé Canada. On attend le verdict final de l'AMA d'ici la fin du mois. Donc là, on a un feedback avec une tendance qui est plutôt négative, mais on n'a pas le verdict final. Bon, il est très probable que le verdict final soit quand même négatif, un peu à l'image de des premiers feedbacks. Mais voilà, aujourd'hui, AB Science attend ce verdict final, et en fonction, si effectivement ça ressort négatif, il propose d'aller sur un dossier de réexamen, donc avec de nouveaux experts, une nouvelle commission, et donc la capacité de pouvoir d'échanger avec eux. Et la décision sera attendue pour l'EMA à la fin de l'année,
au début de l'année prochaine en fonction du moment du dépôt. Et pour Santé Canada, on attend une réponse définitive de l'agence en novembre 2024. Donc d'ici fin d'année, on sera fixé sur le sort d'AB Science. Et dans ces cas-là, si elle doit faire une nouvelle phase 3 pour pouvoir faire approuver son produit dans la SLA, elle sera un peu contrainte d'aller sur cette option-là. Bon ben voilà, on va suivre les discussions et on va voir justement de la capacité à convaincre d'AB Science sur les autorités réglementaires. Vous voulez faire un petit point aussi sur les GLP-1, bah oui, les pilules miracles anti-obésité. Et justement, on a du nouveau, il se passe aussi souvent des choses. 2 choses, Structure Thérapeutique qui a publié des bons résultats pour un comprimé oral. Et puis on a eu d'ailleurs un petit peu dans la même type d'information avec Eli Lilly qui nous a dit que son traitement à lui, on allait avoir des résultats. Alors c'est je crois Loforpliron, c'est un nom un peu à coucher dehors. On aurait des résultats de la phase 3 en avril 2025. Pourquoi c'est intéressant, Djamila, cette prise de traitement oral comparée à aujourd'hui ce qu'on a, c'est-à-dire l'injectable? L'injectable, c'est le confort patient, tout c'est simplement. Ça, ouais. Effectivement, l'injectable, ça suppose que le patient soit capable déjà de s'injecter le produit, de doser. Qu'il ait envie de le faire. Qu'il ait envie de le faire, qu'il soit capable aussi de doser, de bien doser, parce qu'il s'agit aussi de s'injecter la bonne dose. Donc il y a tous ces enjeux-là. Et puis, bon, en général, c'est des produits qui se conservent aussi au froid. Voilà, donc il y a quand même des contraintes en termes de conservation et de respect de la chaîne du froid. Là, si on passe sur une forme orale, il y a un confort patient, puisqu'il peut avoir ses comprimés avec lui ou ses gélules avec lui. Et puis, effectivement, c'est quand même plus simple de prendre un cachet que de prendre, en tout cas un comprimé, que de s'injecter quelque chose. Donc c'est pour ça que Structure Thérapeutique, ça a très bien réagi. Effectivement, ils ont démontré plus 60% effectivement à la publication de ces résultats de phase 2. Donc on est sur une étude qui reste encore précoce ou mid-stage, donc on est encore loin du marché. En plus, ils ont démontré une perte de poids à 12 mois entre 6 et 7%. C'est en ligne avec ce qui avait été obtenu avec les autres traitements, mais la différence, effectivement, là, c'est qu'on est sur un traitement oral. Et en plus, ils ont profité de cet essai-là pour regarder si la gélule versus comprimé, il y avait une différence. Effectivement, sur le comprimé, il semblerait que les résultats soient un petit peu meilleurs, puisqu'on passe d'une perte de poids de 6,2% à 6,9%, donc on approche les 7%. Bon, il n'y a pas de différence fondamentale entre la gélule et le comprimé. La seule différence, c'est qu'avec le comprimé, on peut avoir des doses un petit peu plus importantes. Donc un dosage un peu plus fort, ce qui fait qu'effectivement ça peut entraîner de meilleurs résultats. Et en termes de conservation aussi, c'est mieux que la gélule. Donc d'un point de vue vraiment pharma et manufacturing, ça peut aussi avoir son avantage. Ça va être un peu plus simple à gérer. Voilà, c'est plus simple à gérer. Le point aussi qui fait que ça a bien réagi, d'ailleurs la société a lancé une augmentation de capital dans la foulée. Petite augmentation de capital, 476 millions de dollars. C'était l'objectif. Finalement, ils ont levé 550 millions de dollars. C'était 550 millions de dollars, d'accord. Petit montant, mais ça devrait leur suffire pour aller au bout de ce qu'ils veulent faire. Quelques petits essais derrière. Quelques petits essais. Et parmi ces quelques petits essais, on a dans le pipeline, quand on regarde, un produit qui s'appelle l'amyline, donc qui est une autre hormone qui est également regardée, explorée dans différents essais cliniques aujourd'hui pour le traitement d'obésité. Et l'amyline, on en avait parlé lors d'un précédent numéro, c'est que c'est la molécule qui est développée par exemple par Adocia et pour laquelle il y a des négociations en cours avec Sanofi. Et c'est également l'actif qui est présenté par Novo Nordisk comme étant un peu l'actif le plus porteur de valeur pour son pipeline en développement et qui pourrait venir remplacer le sémaglutide et toutes les autres dérivés. Tous les dérivés exactement. Et l'avantage, effectivement, en termes de perte de poids, on est sur des résultats qui sont quand même bien meilleur que ce qu'on observe avec la classe GLP-1. D'accord. En l'occurrence, il y a une étude qui est intéressante qui a été publiée dans le journal le BMJ, donc le British Medical Journal en début d'année, qui a fait une comparaison en fait de 76 études cliniques qui sont en cours et qui sont finalisées, qui concernent la classe GLP-1, donc une quinzaine de produits qui sont aujourd'hui regardés ou commercialisés. Et ce qui ressort, c'est que sur les aspects diabète, donc vraiment contrôle de la glycémie et contrôle du lipide, globalement, elles font toutes à peu près la même chose, donc dans une fourchette assez serrée. Par contre, sur la perte de poids, il y a une disparité. D'accord. Et ce qui ressort, c'est qu'il y a deux molécules qui ressortent en particulier. Donc il y a celle d'Eli Lilly, qui ressort quand même assez bien mieux que la masse dont fait partie sémaglutide, qui est plutôt dans la moyenne haute, mais qui est quand même dans la moyenne. Et puis, il y a un produit qui se différencie vraiment, qui sort du lot, c'est le CagriSema, qui est le produit de Novo Nordisk qui est en développement, là, donc qui a montré des résultats de phase 2 assez intéressants en août 2022, je crois, de mémoire. Et c'est la combinaison du sémaglutide, donc le GLP-1, avec l'amyline. D'accord. Donc, il y a effectivement l'amyline, c'est vraiment un sujet qui commence à vraiment
devenir assez chaud et qui pourrait venir supplanter les GLP-1 qui sont encore aujourd'hui un hot topic puisque tout le monde est sur ce sujet-là. Mais assez rapidement, je pense qu'il y a des gens qui vont vraiment se lancer sur la méline et puis sur d'autres sujets, puisque bon, avec les GLP-1, effectivement, il y a beaucoup d'effets. L'avantage, c'est qu'il y a beaucoup d'effets au niveau cardio-métabolique généralement. Voire neuroprotecteur, on lit parfois. Voire neuroprotecteur, c'est ce qui est effectivement avancé, donc sur la maladie d'Alzheimer notamment. Donc c'est vrai qu'il y a un énorme potentiel, mais sur l'obésité, sur la perte de poids, il y a ce sujet de la fonte musculaire. Et ça commence à devenir de plus en plus un sujet, parce que effectivement l'idée... On perd du gras, mais on perd du muscle aussi. Et on perd beaucoup de muscle. Et le problème, c'est que quand on perd du muscle, ça peut devenir un vrai sujet, notamment chez des gens en fait, qui peuvent être déjà fragilisés. C'est assez contradictoire, mais en fait, c'est assez logique. Chez les personnes qui sont en surpoids ou obèses, finalement, elles ont moins d'activité physique, donc elles ont déjà une perte au niveau de la masse musculaire. Et le fait de rajouter une molécule qui agit certes sur la masse grasse, mais également sur la masse musculaire, ça peut être un vrai problème et on peut avoir des situations en termes de santé qui peuvent être assez compliquées. Bon, donc, on va en reparler de ces sujets. Hein. On sent bien que là, on est sur le sujet santé dont on va parler encore pendant plusieurs mois. Et on aime bien ouvrir ces chakras dans le journal des biotech, parler de sociétés qu'on connaît un petit peu moins. Et vous aviez envie de nous faire découvrir aujourd'hui, Jamila, Horizon Genomics. Effectivement, donc Horizon Genomics. Robot. Portrait robot. Donc c'est une société espagnole donc, qui est dans le domaine de la biotech, donc qui a un positionnement assez atypique, en tout cas original, puisqu'elle adresse donc deux franchises, le cancer et les maladies du système nerveux central, donc plutôt les maladies du type schizophrénie et troubles de la personnalité limite. Et donc elle a deux molécules différentes et son positionnement c'est d'être sur l'épigénétique. Donc l'épigénétique c'est d'adresser les modifications de l'ADN qui pourraient avoir un impact sur justement tout ce qui est transcription et traduction de l'ADN et du coup avoir des protéines qui seraient plus ou moins exprimées et peut-être de manière plus ou moins différente. Et ça pourrait avoir un rôle dans l'expression de certaines maladies quand on parle du système nerveux central ou avoir un rôle dans certains cancers en termes de résistance à certains traitements ou effectivement ce genre de choses. Donc positionnement original. Donc dans le domaine du cancer, ils ont fait plusieurs essais, notamment dans les cancers solides, mais surtout dans les cancers liquides, donc dans la leucémie myéloïde aiguë notamment. Donc il y a un essai qui est en cours aujourd'hui, qui s'appelle FRIDA, qui est un essai de phase 1B, qui adresse une population particulière avec une mutation particulière. Et la société est censée présenter des résultats lors du congrès EHEA qui va se tenir là prochainement. Je crois que ça démarre là le 13 juin. Donc il devrait publier des résultats. Mais je trouve que la société, donc, sur 2024, pourrait avoir un momentum intéressant sur la partie plutôt trouble du système nerveux central, puisqu'ils ont publié des résultats de phase 2B, donc un essai qui s'appelait Portico, dans le trouble de la personnalité limite. Donc on sait ça fait partie de ces maladies multifactorielles dont il est très compliqué déjà de comprendre l'origine, mais surtout de trouver la cause et donc des traitements qui seraient efficaces. Donc c'est des maladies en fait, qui sont très peu adressées. Et sur les résultats de phase 2B, on a des résultats qui sont ressortis malheureusement un peu mitigés, mais qui restent quand même encourageants. Parce qu'effectivement, sur les critères primaires, il y avait deux critères primaires concomitants. Donc c'était de démontrer un bénéfice sur l'agitation et l'agressivité et sur une mesure en termes de sévérité sur ces deux paramètres-là. Donc malheureusement sur ces deux paramètres-là c'est ressorti négatif, mais en fait la société avait regardé tout un tas d'autres critères secondaires et sur deux de ces critères secondaires, il se trouve que les résultats ont été atteints avec une signification statistiquement relevante. Donc quand on regarde, ces deux critères-là sont assez proches des critères primaires, donc on parle de la gravité des symptômes du trouble. Donc ça, c'est déjà un point très, très, très fort. Et puis le deuxième, c'est effectivement la sévérité de la colère associée à l'agitation et à l'agressivité. Donc effectivement, ce n'est pas exactement la même chose, mais ça reste quand même similaire. On n'est pas très loin. Pas très loin. Et l'idée de toute manière, c'est justement de pouvoir apporter une amélioration sur les troubles et les symptômes du trouble en termes de comportement et d'humeur pour que ces personnes-là puissent déjà ne plus être violente vis-à-vis d'elle-même et vis-à-vis des autres, et puis effectivement pouvoir avoir une sociabilisation et pouvoir reprendre une activité sociale assez classique. Donc c'est ce qui est visé avec ces traitements-là, et finalement en adressant, le résultat sur ces deux critères secondaires sont quand même significatifs et assez proches de ce qui était visé initialement, et ça pourrait suffire à des agences comme la FDA pour potentiellement aller sur une phase 3.
Donc c'est un peu l'objectif de la société aujourd'hui, c'est de discuter avec la FDA, donc c'est en cours. Il y a un dossier qui devrait être soumis prochainement et l'idée c'est de savoir s'il est possible d'avoir l'autorisation pour aller sur une phase 3 chez ces patients-là et en mettant comme critère primaire les 2 critères secondaires qui sont ressortis positifs. Ah oui, on fait une petite inversion. Voilà, sachant qu'en général, aujourd'hui comme on est sur des maladies pour lesquelles il n'existe rien, il n'y a pas de guidelines, donc on découvre en même temps que les essais un peu pionnier, on fait un peu l'essai. C'est très exactement ça. Comme on peut. Voilà, donc les agences peuvent se montrer souples, voilà, pourvu qu'elles soient effectivement d'accord. Mais sur les critères primaires, par exemple, qui ont été choisis pour le protocole de phase 2B, c'était à l'initiative de la société qui, si elle avait voulu, aurait mis d'autres critères, donc les fameux 2 qui sont les 2 critères qui sont sortis positifs. Et dans ces cas-là, il n'y avait plus de discussion, l'étude de phase 2B était positive. Mais tout ça pour dire qu'en fait, c'était un choix arbitraire. Voilà, et qu'aujourd'hui, rien n'exclut le fait que la FDA dise, bon, ok, allez sur une phase 3, faites la démonstration sur ces 2 critères-là, et si ça ressort positif et de manière statistiquement significative, dans ces cas-là, on pourra effectivement envisager une approbation conditionnelle ou voire définitive. Et l'avantage, c'est que ça pourrait aussi, pour Horizon Genomics, déclencher l'intérêt de pharma, qui sont devenus de plus en plus intéressés par ces sujets-là, puisque depuis la crise Covid, avec le confinement et toute la problématique de santé mentale qui en a découlé, c'est vrai qu'il y a un regain d'intérêt pour ces sujets-là. Et aux États-Unis en particulier, parce qu'en plus de la santé mentale liée au Covid, il y a la santé mentale liée à la crise des opioïdes. Donc c'est vrai qu'au côté US, c'est un vrai sujet. C'est le marché en fait des maladies et des troubles de l'humeur de manière générale. Des symptômes qu'on retrouve dans pas mal de maladies. Et effectivement, c'est aussi le gros avantage, c'est que le marché adressable in fine est titanesque, puisque quand on n'adresse pas la cause, l'avantage c'est qu'on peut adresser beaucoup. On simplifie un petit peu. Exactement. On se simplifie la vie, donc on adresse des symptômes qui peuvent être communs à beaucoup de pathologies, donc on a un marché adressable qui est titanesque. Et pour donner un exemple, effectivement, AbbVie l'année dernière a racheté une société qui s'appelle Cerevel pour 8,7 milliards, une société qui est vraiment spécialisée dans le domaine des troubles, des maladies avec un trouble cognitif, type schizophrénie, Alzheimer ou troubles de l'humeur et dépression. Donc voilà. Faut regarder. Faut regarder. Faut regarder, on en reparlera et vous l'aurez entendu en priorité dans le journal des biotech Horizon Genomics. Merci beaucoup Jamila pour ce point d'actu. Avec plaisir. Tout de suite, dans le journal des biotech, c'est l'interview. Et je reçois pour l'entretien Gilles Avenard, directeur général d'Acticor. Bonjour Gilles. Bonjour Laurent, merci beaucoup. Acticor, en 2 mots, je le rappelle, biotech introduite en 2021, c'était il n'y a pas si longtemps, qui travaille sur un candidat médicament, il s'appelle le Glenzocimab, pour une meilleure prise en charge de l'AVC. Gilles, forcément, on a beaucoup commenté sur les dernières semaines avec nos experts les résultats de cette étude ActiSave, des résultats négatifs dans cette étude de phase 2-3, très mauvaise nouvelle pour Acticor, ça j'imagine aussi pour vous, personnel, et aussi une surprise, parce que l'étude précédente Actimis, elle affichait des résultats positifs, encourageants. On s'est demandé sur le plateau du journal des biotech ce qui avait pu conduire à cette différence. On l'a entendu de nos experts, j'ai envie de l'entendre de votre bouche, de votre point de vue. Qu'est-ce que vous avez analysé et compris de ces résultats? Alors, merci. Vaste question. Sujet. Merci pour nous permettre d'expliquer un peu ce que nous avons vu. D'abord, ce dont on s'est aperçu, c'est que les patients d'Actisave n'étaient pas les mêmes que ceux d'Actimis. D'accord, première chose. Ça, on l'a vu dès les premiers résultats. Vous pourriez me dire, on pouvait le voir déjà avant au cours de l'étude. On a eu moins d'hémorragie intracérébrale et moins de mortalité dans l'étude Actisave que dans l'étude Actimis. Et l'étude Actimis était vraiment, les résultats extrêmement intéressants et significatifs au plan statistique, étaient tirés par les hémorragies cérébrales. D'accord. Bon. Donc la raison moins sévère, c'est ça? Alors, les patients étaient un petit peu moins sévères dans Actisave, ça nous le savions, et nous, je dirais, nous avions accepté qu'ils soient un peu moins sévères, notamment sur la demande d'investigateurs américains qui voulaient, et qui veulent toujours d'ailleurs, utiliser le produit le plus tôt possible dans l'ambulance. Et donc dans ce cadre-là, ils voulaient qu'on s'adresse à une population la plus représentative des AVC. Donc ce qu'on a vu, c'est clairement que les deux populations, Actisave et Actimis, ne sont pas les mêmes. En termes de mortalité, en termes d'hémorragie, en termes de sévérité.
Il y a en plus un point qu'on peut discuter sur un plan scientifique. Je ne sais pas bien ce qu'il représente. L'étude Actisave avait été faite pendant la pandémie. Oui. Et vous vous rappelez, Covid-19 et thrombose, il y avait un lien. Est-ce qu'on a eu des patients, en tout cas, est-ce qu'on a eu des patients un peu plus sévères? Est-ce qu'on a eu des patients un peu différents? Ça, je ne le sais pas. D'accord. Maintenant, sur Actisave, ce que l'on a fait, on a fait plus de 40 études, je dirais, qui étaient prédéterminées au protocole, et puis des analyses post-hoc. La première qui était prédéterminée, c'est le critère MRS-01, qui est le critère qui était recommandé par la FDA et qui est en fait le pourcentage de patients qui reviennent complètement à la vie normale. Oui. On avait trouvé ça très dur à l'époque, on avait dit, tiens, l'agence européenne... C'est exigeant. Hein. L'agence européenne a accepté un critère sur la mortalité et les patients les plus graves. Bon, et finalement, le critère MRS-01 sur la population globale d'Actisave, il ne sort pas significatif, mais il y a une tendance en faveur du Glenzosimab. Et ce n'était pas ni le critère principal, ni le critère secondaire, ce qui fait que l'étude est quand même négative. En plus, en analysant, on a vu que chez les patients thrombectomisés, qui étaient les patients qui avaient les mieux répondu dans l'étude précédente. On rappelle rapidement, Gilles, pour que tout le monde alors, s'en les mette bien patients en tête, thrombectomie, alors, les deux, vous avez raison, merci Laurent. Dans Actisave, tous les patients étaient thrombolysés, c'est-à-dire ils recevaient l'altéplase dans les 4h30 après le premier symptôme. Donc ça vise à détruire de façon médicamenteuse, de dissoudre le caillot, de liser le caillot. Oui, exactement. Bon. Et puis, chez 35% d'entre eux, chez des patients qui peuvent être entre guillemets débouchés, parce que c'est un peu de la plomberie, hein, chez lesquels on monte un cathéter, soit par l'artère fémorale, soit par l'artère radiale, jusque dans une artère cérébrale, pour enlever le caillot, pour l'aspirer. Eh bien, dans l'étude Actisave, tous les patients avaient le traitement altéplase, thrombolysé, et 35% d'entre eux étaient en plus thrombectomisés. Chez ces patients thrombectomisés, qui étaient les patients précédents qui avaient le mieux répondu, ce qu'on a observé, et là c'est pas de chance, et bon, c'est le jeu, on a eu un déséquilibre en défaveur du Glenzosimab. On a eu un déséquilibre sur 3 sujets, et d'ailleurs qui se sont additionnés. D'abord, on avait le double de patients diabétiques chez les patients traités par Glenzosimab. Or, on a clairement montré, il faudra qu'on le publie, on a clairement montré dans la population globale que les patients diabétiques avaient un mauvais pronostic, mais vraiment sur tout le score, ils avaient vraiment un shift en défaveur chez les patients diabétiques par rapport à la population globale. Et on avait dans notre population quand même près de 80 patients et 330 de l'autre côté. Donc c'est un chiffre significatif. Donc je répète, chez les patients thrombectomisés, 2 fois plus de patients diabétiques. Une sévérité à l'inclusion plus importante, 4 points du fameux score à l'entrée qui s'appelle le NIHSS. Et là, les cliniciens nous disent « Ah oui, mais c'est quand même important ». Et puis, un retard sur tous les traitements, c'est-à-dire un retard sur... ils ont reçu l'altéplase un peu plus tard, ils ont reçu le Glenzosimab par rapport à l'altéplase un peu plus tard, ils ont reçu la thrombectomie un peu plus tard. Donc tous ces facteurs se sont additionnés, et quand on fait un calcul, alors évidemment que les puristes nous disent qu'on n'a pas le droit de faire, mais c'est un calcul statistique peut quand même donner des idées. Qui ajuste tous ces facteurs, le Glenzosimab sort positif. Pas de façon significative, mais proche de la significativité. Donc je dirais que on explique bien la différence entre Actimis et Actisave, et dans Actisave, on voit que sur certaines populations, on n'a pas eu de chance. Bon. Après, je rajoute juste deux ou trois autres points. On a des résultats positifs aussi chez des patients qui ont un traitement antithrombotique concomitant. Bon, c'est-à-dire les patients qui théoriquement devraient être exclus de l'altéplase, c'est-à-dire c'est une contre-indication à l'altéplase. En réalité, les patients qui arrivent et qui sont sous aspirine, ils sont traités dans la plupart des centres normalement, et on voit que chez ces patients, on a un résultat positif sur MRS-01, et chez les patients les plus sévères, on a également un résultat positif sur MRS-01. Donc tout ça nous fait dire, et fait dire aux cliniciens et aux experts qui nous entourent, que le produit a quand même un intérêt.
Le résultat de l'étude est négatif, mais le produit conserve son intérêt dans l'AVC. Bon, le produit conserve son intérêt dans l'AVC et Acticor a annoncé son ambition justement de poursuivre le développement du Glensocimab. Comment ça va se dérouler concrètement à la lumière de ce qu'on vient de dire? Est-ce que vous allez cibler plus précisément une catégorie de patients, des patients qui ont eu thrombolyse, thrombectomie, on voit le rôle du diabète que vous venez de mentionner, des patients avec un indice de sévérité de l'AVC plus fort? Là, au moment où on se parle, comment vous envisageriez le design idéal ou en tout cas plus à même d'obtenir des résultats pour le Glensocimab? Oui, alors le design, enfin il y a deux positionnements et nos experts c'est pas qu'ils ne sont pas d'accord, mais ils nous proposent deux types de positionnement. Le premier, c'est toujours quand même le positionnement très précoce dans l'ambulance ou avant l'imagerie. Aujourd'hui, on a traité... On en parlait avec notre ami Frédéric Gomez du temps de la prise en charge. Ça doit arriver très vite, c'est ça? Oui, ça, moi je suis persuadé qu'administrer le Glensocimab le plus tôt possible, quel que soit le traitement derrière, on va améliorer les patients. Bon, maintenant, on rappelle, la prise en charge, c'est altéplase, Glensocimab et éventuellement thrombectomie. C'est dans cet ordre-là que ça se passe. Aujourd'hui, c'est dans cet ordre-là. Okay. Et ce qu'on voudrait, c'est faire Glensocimab, altéplase et thrombectomie. D'accord. Bon, c'est une étude sans doute compliquée pour des raisons opérationnelles, parce qu'il faut obtenir le consentement avant, si c'est dans l'ambulance, c'est avant. Quel est l'investigateur? Enfin, il y a des tas de complexité opérationnelle. On a un ou deux investigateurs aux États-Unis qui sont tout à fait prêts à démarrer, mais ce n'est sans doute pas l'étude qu'on préférerait aujourd'hui. L'étude qu'on préférerait aujourd'hui pour confirmer l'efficacité du Glensocimab, c'est effectivement, comme vous l'avez dit, une étude chez les patients sévères, c'est-à-dire des patients thrombectomisés, sans doute même complètement recanalisés. On est en train de voir comment... c'est une population dans laquelle, dans l'étude Actisev, on a des résultats positifs, et donc ce serait ça l'étude préférentielle. C'est une étude qui pourrait faire, on a commencé à la designer, on a commencé à la chiffrer, c'est une étude qui pourrait faire entre 250 et 300 patients. Bon, 250-300 patients, comment vous imaginez son déroulement? Est-ce que vous avez déjà en tête un calendrier et la façon dont ça pourrait se passer? Bah oui, forcément, il faut qu'on en parle. Alors Laurent, j'ai un calendrier, j'ai pas forcément le financement pour le faire. Parlons du calendrier, on parlera du financement Alors après. Le calendrier, je pense que c'est une étude qui pourrait démarrer début 2025. D'accord. Voilà, et qui durerait environ 2 ans et demi. Bon, une étude qui démarrerait début 2025, 2 ans et demi. Question aussi qu'il faut se poser. Si désormais vous adressez une sous-population pour les AVC, finalement, quelle proportion ça représenterait à tous les gens qui ont des AVC? Et puis il faut qu'on en parle aussi, parce que bien sûr on est là aussi pour le bénéfice du patient, mais aussi de comprendre le potentiel commercial. Dans quelle mesure ça modifierait vos prévisions par rapport au potentiel commercial du Glensocimab? Alors, si c'est une étude qui ouvre la voie, qui montre l'efficacité du produit, et que derrière, on peut faire l'autre positionnement dont je vous ai parlé, on garde l'ensemble du marché. Si effectivement, on restait que sur les patients thrombectomisés les plus graves, bon, c'est une évaluation qu'on a déjà faite. C'est une évaluation qui n'est pas négligeable. C'est un marché d'1 milliard de dollars. Donc, on ne réduit pas forcément, on ne réduit pas de façon significative le marché parce qu'on part dans une population plus sévère ou thrombectomisés, parce que les cliniciens, ils feront systématiquement Glensocimab et thrombectomie. Bon, d'accord, réponse très claire là-dessus. Il n'y a pas que cette étude, bon, on va parler effectivement du financement, mais il y a d'autres études en cours. Est-ce que vous pouvez les rappeler pour nous et puis dire ce que vous en attendez dans ce contexte? Alors, déjà, un point extrêmement positif, c'est immédiatement après les résultats, on a réuni les investigateurs de ces études pour leur dire, bon, qu'est-ce que vous en pensez? Oui. On a un résultat négatif. Est-ce que c'est cuit ou est-ce que c'est pas complètement cuit? Exactement. Pour le dire de façon très cash. De façon très claire, ils nous ont dit non, mais nous on veut continuer. On veut continuer sur l'étude Green. Donc l'étude Green, je le rappelle, c'est une étude académique qui est financée par l'ANR dans le cadre d'un RHU. Et c'est la PHP qui est le promoteur. La PHP, c'est l'Assistance publique hôpitaux de Paris, qui est promoteur de cette étude. On a déjà inclus
plus de 90 patients dans cette étude. On va avoir une analyse de futilité au 4e trimestre. C'est une étude qui roule bien. C'est une étude chez les patients thrombectomisés jusqu'à 24 heures. Donc c'est un petit peu la cible qu'on veut adresser. Ouais. Voilà. C'est une étude académique, elle se poursuit. Évidemment, moi j'en attends beaucoup. J'attends qu'on vienne confirmer. Bon. Est-ce que c'est suffisant? Je ne le crois pas. Ça reste une étude académique. On a une deuxième étude en cours qui est en Angleterre dans l'infarctus du myocarde. C'est une étude qui s'appelle Liberate et qui vise à montrer l'intérêt du traitement très précoce avec l'enzocimab avant même l'angioplastie sur la taille de l'infarctus du myocarde. Donc c'est une étude qui a démarré. On a inclus entre 15 et 20 patients aujourd'hui. J'espère elle va s'accélérer. Là encore, on ne va pas avoir les résultats avant fin 2025, début 2026. Donc c'est deux études qu'on attend, mais qui ne sont pas suffisantes. On a une troisième étude qui vient d'être autorisée par la NSM, qui a reçu l'accord du CPP, qui s'appelle l'étude GALIS, qui est une étude sponsorisée par l'hôpital Fondation de Rothschild, avec lequel nous travaillons depuis très longtemps. C'est une étude dans l'accident vasculaire cérébral chez les patients avec un très large infarctus, un infarctus de grande taille. Bon, ça aussi, c'est une étude qui va dans le même sens. Voilà, donc ces trois études académiques qui viennent conforter, j'espère, ce que nous pensons aujourd'hui du produit. Bon, et qui donneront des informations supplémentaires. Forcément, on ne va pas tourner autour du pot. Il y a cette question de financement. Vous l'avez dit, cette nouvelle étude de phase 2-3, elle coûterait de l'argent. Aujourd'hui, où est-ce qu'en est Acticor sur sa situation de trésorerie? Et puis, cette question aussi, parce que c'est j'imagine des solutions que vous envisagez. Est-ce qu'il y a toujours, malgré cet échec à court terme, des discussions avec des partenaires éventuels qui, eux aussi, se disent, quand ils décortiquent les datas, il y a peut-être quelque chose à faire? Oui. Nous revenons de Bio 2024 à San Diego, où nous avons rencontré plus de 15 partenaires pharmaceutiques. Alors, il y a des gros que je ne citerai pas qui disent revenez avec des résultats tout cuits. Avec des résultats complémentaires. Oui, tout fait. Il y en a qui regardent, mais qui disent ça va être difficile de convaincre avec une étude négative, mais qui disent oui, vous avez raison, c'est intéressant. Et puis, il y a des acteurs régionaux qui sont peut-être moins averses au risque et plus enclins à nous aider. Des acteurs soit européens, soit un acteur américain. Et puis, il y a des pharma chinoises, ne nous leurrons pas, qui sont en embuscade et qui ont faim surtout pour ce type de pathologie. Donc, clairement, je cherche un partenaire pharmaceutique pour nous aider à continuer, soit pour nous aider à continuer et refinancer la société, soit pour nous aider avec un deal de licence et nous permettre de relever de l'argent. Voilà, je ne vous cache pas que la situation aujourd'hui est pour une biotech qui a peu de cash, compliquée, malgré l'intérêt du produit. Là, vous avez quelle visibilité financière sur Acticor? On l'a annoncé, on est toujours en septembre-octobre. Septembre-octobre. Gilles, on se doute que c'est un moment très compliqué à gérer, y compris d'un point de vue humain, parce que ce n'est pas la première fois où on se parle quand on dirige une biotech. Là, votre priorité dans les 6 mois, c'est ça, c'est trouver un partenaire et remettre cette étude sur les rails, c'est ça? Pour remettre une étude sur les rails, oui, si on a un partenaire. Oui. Si on n'a pas de partenaire et qu'on peut quand même se refinancer, c'est attendre les résultats des études académiques. Voilà. Et puis se donner le temps de trouver un partenaire. Voilà. C'est ça notre... On reste sur l'idée que ce produit, c'est un marché mondial, et d'ailleurs on le voit en discutant avec les pharmas, c'est un marché mondial, Europe, États-Unis, Japon, Chine. Voilà, donc il nous faudra de toute façon un ou plusieurs partenaires. Donc aujourd'hui, j'espère qu'on va arriver à convaincre un de ces partenaires de nous accompagner. Voilà, et sinon on va prendre le temps de les trouver. Bon, mais voilà, en tout cas, des explications très claires, très pédagogiques sur la situation d'Acticor. On parlait de Genfit en première partie, qui a connu aussi un échec et qui, voit son médicament autorisé dans la CBP, comme quoi, effectivement, les histoires des biotech, elles sont souvent tumultueuses, mais il peut aussi y avoir des happy ends. C'est tout le mal que je vous souhaite. Merci beaucoup, Gilles. Merci, Laurent.
Le journal des biotech, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve dans 2 semaines pour un prochain numéro.